bonsoir à tous. À la une de ce journal, de vives tensions dans les milieux du football au Cameroun, opposées dans un premier temps à la tenue d'une assemblée générale extraordinaire pour non-respect de certaines sentences des juridictions sportives. Les autorités camerounaises font un rétro-pédalage sous la menace des instances fêtières du football à propos de l'organisation de la CAN et du soutien réitéré à l'équipe assurant l'intérim à la tête de la FECAFOOT. Quels sont les arguments et contre-arguments qui animent ce match décisif pour l'avenir du football camerounais? Élément des réponses en ouverture de ce journal. 1 an et demi après la survenance de la crise sanitaire, un expert en économie de la santé dresse un constat d'échec. De nombreux dysfonctionnements ont émaillé la stratégie de prévention et des ripostes sanitaires, dysfonctionnements qui ont favorisé des détournements de deniers publics. Vous l'écouterez au cœur de ce journal. Et dans l'escale internationale, nous ferons le point sur la situation en Afrique du Sud, là où des partisans de Jacob Zuma ont fait éclater des heurts et cassé de nombreux magasins. Ils continuent de manifester, exigeant la libération de l'ex-président qui passe déjà près de quelques jours en prison, lui qui a été accusé d'outrage à la justice. Nous en parlerons dans la page internationale du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. C'est un bras de fer engagé autour de l'organisation d'une assemblée générale extraordinaire consacrée à l'adoption des nouveaux statuts de la Fédération camerounaise de football. D'un côté, le ministre des Sports, opposé à la tenue de ces assises, dénonce le non-respect des textes et des sentences du TAS et de la Chambre de conciliation et d'arbitrage devant la détermination de la Fédération camerounaise de football à organiser la dite rencontre. Elle s'est vue opposer une interdiction. Cependant, le ton menaçant de la FIFA et de la CAF a fait trembler les autorités administratives. Elles sont revenues sur leurs décisions et donné quitus à la FECAFOOT. Aïk Cyril présente les chroniques d'un film qui n'a pas encore livré tous ses épisodes autour du football camerounais. Reportage. Au commencement était la lettre du ministre des Sports et de l'Éducation physique du 8 juillet 2021. Dans ce courrier très urgent, Narcisse Mouele Kombi demandait à la FECAFOOT de surseoir à l'organisation de l'Assemblée générale extraordinaire d'adoption de nouveaux statuts. Pour le ministre des Sports et de l'Éducation physique, la FECAFOOT ayant péché par le non-respect de la réglementation en vigueur au Cameroun, le non-respect de l'esprit de la lettre des sentences du TAS et de la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun et le non-respect de ses propres textes, le gouvernement ne saurait soutenir un processus entaché de nombreuses irrégularités et source de vives contestations. Saisi par 44 membres, soit plus de la moitié de l'Assemblée générale 2009, la tutelle soutenait que l'annulation de l'entièreté du processus électoral de 2018 à la FECAFOOT entraînait automatiquement le retour au statu quo ante, c'est-à-dire de l'Assemblée générale 2009, dont la légitimité a été reconnue à la fois par le TAS et la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun. Puis il y a eu la réponse de la Fédération camerounaise de football. Sous la plume de Aboubakar Alim Konaté, premier vice-président, la FECAFOOT explique que l'Assemblée générale 2009, dont parle le ministre des Sports et de l'Éducation physique, a cessé d'exister depuis 2013. Le premier vice-président de la FECAFOOT précise d'ailleurs que même le TAS le souligne dans la sentence querellée du 15 janvier 2021, notamment au point 181, 182, 187, 199 et 221. Le processus en cours à la FECAFOOT étant supervisé par la FIFA et la CAF, qui seront d'ailleurs représentés à Yaoundé, écrit Aboubakar Alim Konaté, la FECAFOOT souhaite que le ministère des Sports et de l'Éducation physique désigne les 2 commissaires du gouvernement attendus. Sur ces entrefaits, un troisième acteur entre en jeu. Dans une décision rendue ce 12 juillet, le sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 2e interdit la tenue de l'Assemblée générale extraordinaire annoncée de la FECAFOOT. Alors que l'on croit la FECAFOOT dos au mur, l'instance fêtière du football national reçoit un soutien de taille. Dans un communiqué conjoint signé de leurs secrétaires généraux respectifs, la FIFA et la CAF
une grande première, menacent de porter l'affaire devant leurs instances compétentes pour décision si d'aventure l'Assemblée générale de la FECAFOOT ne se tenait pas. Dans la foulée, rétropédalage du sous-préfet de Yaoundé 2e. L'autorité administrative lève le verrou et autorise finalement la tenue de l'Assemblée générale d'adoption de nouveaux statuts de la FECAFOOT dans l'attente de nouveaux rebondissements. Parlons à présent de la lutte contre l'insécurité dans la ville de Douala, une capitale économique où prospère la consommation des stupéfiants. Les éléments du commissariat du 10e arrondissement ont mis aux arrêts des présumés malfrats et ont effectué une importante saisie de ces stupéfiants. Le récit des faits avec Steve Eboulet et Julingue Nyondé. Un important stock du chanvre indien, des téléphones, ordinateurs portables et écrans plasma, c'est le butin de ces présumés malfrats. Ils ont été mis aux arrêts par les éléments du commissariat du 10e arrondissement de Douala, à Ndogbong. Ils sont accusés de vol, agression, vente et consommation du chanvre indien. On vous reproche de quoi? D'avoir recelé les téléphones. Tu ne te reconnais pas dans ça? Je me reconnais. Racontez-nous comment ça s'est passé. Il y a des amis qui m'appellent de venir acheter les téléphones. Et je ne sais pas comment ça s'est passé pour que ça arrive chez la police. Ils sont seulement venus à la maison me prendre et récupérer les téléphones. Ils m'ont pris avec. Ils ont été capturés au cours de l'opération baptisée « Ratissage des ghettos ». Depuis un certain moment, 2-3 semaines à peu près, mon bureau d'analyse des statistiques criminelles nous avait indiqué que la cote d'alerte était montée de 2 points en ce qui concerne le trafic de cannabis. Et donc, c'est ainsi que nous avons lancé l'opération Ratissage des ghettos afin d'y mettre fin. Lundi dernier, autour de 6 h du matin, nous avons eu l'information de ce que les intéressés étaient tantôt à Ndogbong, juste derrière le commissariat, à 300 mètres, c'est terrible. Et puis au quartier Missoké, au lieu dit Palais, qu'ils appellent le Terre. Et c'est ainsi qu'avec mes hommes, nous avons lancé l'assaut. Un bon nombre de suspects a été interpellé. Certains nous ont conduits chez des grossistes dans des quartiers comme Kouloulou, Makéa. Nous les avons interpellés, nous les avons conduits ici. Ils sont passés aux aveux. Les éléments du commissariat 10e de Douala Ndogbong, conscients de la grande criminalité qui sévit dans la zone, invitent les populations à davantage dénoncer tout suspect. Bien qu'elle soit elle-même sous le coup d'une procédure pour vol, Dame Esther a porté plainte et obtenu l'incarcération de 2 personnes accusées d'avoir filmé sa nudité et publié ses images sur les réseaux sociaux. Son collectif d'avocats met en garde ceux qui sont passés maîtres dans l'art de publier et partager de telles images intimes et humiliantes. De tels actes sont une violation de la loi sur la cybercriminalité et la cybersécurité. D'autres précisions avec Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. Après une semaine mouvementée, marquée par la publication de sa nudité sur les réseaux sociaux, Esther Memadji n'est certes pas au bout de ses ennuis, mais au moins un respire l'air de la liberté. Elles ont été déférées devant le parquet. Elles ont été libérées sous caution, tel que le prévoit la loi. C'est une victoire de notre justice que nous célébrons aujourd'hui et que nous voulons rassurer la population que l'affaire est entre les mains de la justice et que justice doit être rendue et sera rendue à Mme Memadji, et même pour les cas pour lesquels elle est poursuivie. Déférées vendredi dernier, en compagnie de 3 autres jeunes dames, elles ont été toutes libérées tard dans la nuit. 2 d'entre elles ont totalement recouvré la liberté, pendant que Esther Memadji et une autre, présentée comme sa complice, ont été libérées sous caution et vont comparaître libres dans le cadre d'une affaire où elles sont accusées de vol. J'ai découvert cette vidéo qui circule sur les réseaux sociaux et je me suis dit, quel qu'en soit le degré d'infraction qu'une personne peut commettre, personne ne mérite d'être déshabillé, filmé à nu et publié sur les réseaux sociaux. Voilà pourquoi je me suis engagé pour retrouver la dame en question pour que justice soit faite.
Un collectif d'avocats s'est vite constitué pour assurer gratuitement sa défense. Et depuis vendredi dernier, à la suite d'une plainte rédigée par la victime, 2 prévenus, parmi ceux qui ont filmé et diffusé sa nudité sur les réseaux sociaux, ont été placés sous mandat de dépôt à la prison centrale de Yaoundé. Il faut que les gens sachent qu'on ne se permet pas de tout. On ne peut pas publier la nudité d'un être humain. On ne peut pas publier les documents officiels et autres. Nous sommes dans un état de droit. La justice sera rendue pour mademoiselle Memadi Esther. C'est l'occasion d'attirer l'attention du public sur les dérives qui se multiplient sur les réseaux sociaux et qui violent certaines dispositions de la loi du 21 décembre 2020 relative à la cybersécurité et la cybercriminalité au Cameroun. Les dispositions de l'article 74 alinéa 1 jusqu'à 8 prévoient les sanctions pour quiconque publie les données privées et même les documents officiels. Quiconque intercepte les documents officiels, les images privées, qui publie ou partage, tombe sous le coup de cette loi. La loi est dure, mais c'est la loi et nul n'est censé l'ignorer. Dans le reste de l'actualité, des acteurs politiques font l'autopsie de la lutte contre le détournement de deniers publics au Cameroun au lendemain de l'annulation inexpliquée de la présentation du rapport d'audit de la Chambre des comptes au Parlement. L'opposition affirme que la prévarication de la fortune publique est inscrite dans l'ADN du renouveau, faux retorque des communicants du parti au pouvoir, brandissant l'architecture institutionnelle de lutte contre la corruption et les détournements de fonds publics au Cameroun. Évocation dans ce reportage signé Donald Brice Kamgan. Plus de 15 milliards de francs CFA de surfacturation liés à l'achat des tests contre le coronavirus, plusieurs milliards de francs CFA perdus dans des marchés mal exécutés ou surévalués. Les éléments du récent rapport final de la Chambre des comptes de la Cour suprême font réagir la classe politique. Avant même ce document issu d'un audit, les dénonciations publiées bien en amont auraient pu servir de base de poursuite des membres du gouvernement incriminés, souligne Jean-Robert Wafo, du SDF. Est-ce que la justice avait besoin d'attente du rapport de la Chambre des comptes pour ouvrir une enquête? Non, même si c'est une dénonciation, les parquets peuvent ouvrir une enquête sur une affaire. Pourquoi ce parquet ne l'a pas fait? Allez donc savoir. Les détournements de fonds publics sont-ils devenus un sport sous le renouveau? Serge Soro de l'UPC répond sans embâche, tirant ses arguments dans l'embourgeoisement des hauts fonctionnaires au Cameroun. Comment voulez-vous que dès qu'un nomme quelqu'un par décret, il construit un palais dans son village, il construit un palais dans son quartier, il change même des quartiers, il construit un autre palais, après on vous dit qu'il est devenu homme d'affaires? Vous pouvez expliquer ça aux Camerounais? Je ne crois pas. Ce n'est pas explicable, monsieur Cédric. Et ce n'est même pas vrai. Tous nos gouvernants là sont des prisonniers ambulants. Réaction de Patrick Rifoué du RDPC, la mise en place de diverses institutions chargées de lutter contre les atteintes à la fortune publique est la manifestation de la volonté politique de punir. Nous avons eu la mise en place du tribunal criminel spécial, je cite dans le désordre. Nous avons eu la mise en place de la NIF, nous avons eu la mise en place de la CONAC et nous avons eu la mise en place de la Chambre des comptes à la Cour suprême. Un argument balayé par Maître Roland Diéou du MRC qui rappelle l'inapplication de l'article 66 de la Constitution sur la déclaration des biens. Une disposition dont le décret d'application reste attendu. Au Cameroun, on a inversé la hiérarchie des normes juridiques. On peut avoir une disposition de la Constitution entérinée par une loi qui ne s'applique pas simplement parce qu'on attend un décret d'application. Donc, tout le monde comprendra que c'est le décret qui est supérieur à la Constitution. Et le décret dépend de qui? De ce monsieur qu'on nous présente comme étant le chantre de la lutte pour la transparence, alors qu'il règne un peu à l'image de Mazarin, enfin, de ce qui est prévu dans le bréviaire de Mazarin, depuis une quarantaine d'années. Des réactions au lendemain du rapport final de la Chambre des comptes de la Cour suprême sur la lutte contre le coronavirus au Cameroun, rapport dont les suites judiciaires restent attendues. Ces cas de malversation financière se sont multipliés en raison des dysfonctionnements observés dans la stratégie de prévention et des ripostes sanitaires. L'expert en économie de santé Albert Zé, invité de l'émission La Vérité en face, relève les faiblesses de la gestion de la crise sanitaire, faiblesses sur le plan technique et financier. Je vous invite à l'écouter. Concernant la gestion de façon globale de cette crise sanitaire,
Moi, je le dis depuis plus d'1 an aujourd'hui que nous sommes allés de bricolage en bricolage. Et ce bricolage, ça n'existe pas, c'est pas né aujourd'hui, en quelque sorte. Et quand je le dis, c'est parce que j'ai souvent évoqué dans mes écrits ce qu'on appelle chez nous, ce que j'ai appelé chez nous la théorie du con. Ceux qui sont des bêtis peuvent savoir ce que ça signifie. En fait, le con, c'est un sort en quelque sorte que les sorciers jettent sur un individu. C'est parallèlement au niveau de l'Ouest, ça s'appelle le famelage, je crois, quelque chose comme ça. Donc, on vous jette un sort qui, à un moment donné, vous finit par vous tuer et vous transporte dans un autre environnement que les êtres humains ne peuvent pas voir. Maintenant, j'évoque cette théorie ici, pourquoi? Parce que dans cette théorie, il est démontré que généralement, celui qui soigne, c'est lui qui vous lance. Donc, c'est un peu de cette manière que j'ai vu la gestion de la crise. Je le dis pourquoi? Parce que quand vous voyez les événements qui se sont déroulés dès le début de la crise, notre gouvernement a œuvré en quelque sorte à ce que la crise s'installe au Cameroun. Je ne sais pas si ce n'est pas ignorance, si ce n'est pas volonté. Après le 6 mars, c'est 2 semaines plus tard, c'est-à-dire que je pense le 17 mars, que nous avons les premières mesures. Nous avons déjà des cas. Donc vous voyez que on a, au lieu de parce que la riposte, c'est-à-dire la gestion d'une crise, se prépare lorsqu'on n'a pas encore la crise sous la main. Ça, c'est dans le cadre d'une crise importée. Et vous voyez que c'est 2 semaines après le premier cas qu'on a une série de mesures. Et quand vous partez regarder directement la série de mesures, elle n'a rien à voir avec ce qui doit être fait normalement. Quand vous voyez par la suite, c'est pour un pays qui a eu 2 mois et demi d'accalmie pour pouvoir se préparer, c'est après 3 semaines, c'est-à-dire que je pense vers le 25 mars, qu'on a un conseil scientifique qui est mis sur pied. Et quand vous partez voir la qualité du conseil scientifique, vous vous posez des questions. Donc par la suite, vous voyez qu'il y a eu un ensemble de choses qui a fait justement que la maladie s'installe de façon progressive dans le pays. Morceau choisi de l'émission La Vérité en face, invité Albert Zé, spécialiste en économie de la santé. Toujours parlons de santé, l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé n'a pas le plateau technique adéquat et approprié pour effectuer une opération visant à séparer des bébés siamois partis de Banjul pour Yaoundé. Ils sont en train d'être pris en charge de façon optimale, mais l'hôpital plaide pour une évacuation sanitaire qui reste attendue. Précision avec Emmanuel Job et Marcelin Gansop. Lorsque son épouse entre en salle d'accouchement le 4 juillet 2021, Zéphirine Nwafo est loin d'imaginer la surprise désagréable qui l'attend. Les enfants sont nés à l'hôpital Aluchem de Banjul dimanche matin par césarienne. Et comme le médecin-chef n'était pas là, elle est venue lundi matin, m'a fait comprendre qu'il fallait qu'elle nous transfère d'abord à Bafoussam. Et le soir, en journée, elle a préparé le dossier, nous a transféré à la régionale à Bafoussam. Une fois arrivé à la régionale, le major de néonat dit qu'il faut que les enfants s'y aillent à Yaoundé demain mardi. C'est que le couple a eu le bonheur de voir naître 2 bébés, malheureusement des siamois, comme on les appelle communément. C'est au moment de césarien qu'on a fait une découverte fortuite, parce que la femme a eu nulle échographie, n'importe quel âge de grossesse. Les chirurgiens sont trouvés que les enfants ont été fusionnés. C'est donc à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé que se joue désormais le sort de ces bébés. Cette formation sanitaire, qui n'est pas son premier cas, a la lourde mission de maintenir les enfants dans un état sain en attendant une éventuelle évacuation. À l'état où les enfants sont venus, nous n'avons pas trouvé autre chose que ces fusions au niveau de l'abdomen, dont les 2 enfants sont face à face, visage sur visage, et morphologie en général est sans souci. Sauf que vous trouvez que les enfants sont fusionnés dans l'abdomen. On est en train d'essayer d'avoir cette information de base avant de vouloir suggérer ce qu'on peut faire pour les 2 enfants. Leur évacuation nécessite de gros moyens que la famille seule ne peut mobiliser. Aussi, la direction de l'hôpital fait-elle appel à la générosité des âmes de bonne volonté. Quand l'accouchement a eu lieu n'importe où, on sait que c'est ici qu'on peut les aider. Donc nous avons des possibilités de faire le nécessaire
mais on n'a pas encore eu de possibilité, un plateau technique adéquat pour faire la séparation ici. C'est pour cela que nous appelons tout le monde de bonne foi, tous les Camerounais, pour venir à l'aide, à l'assistance de ce couple qui a l'aile nulle. Vous voyez qu'ils n'ont rien, mais ce n'est pas les fautes qu'ils ont eu une affaire comme celui-là. Pour la dernière évacuation, toujours des bébés siamois, c'est l'État du Cameroun qui a quasiment tout pris en charge. Ça fait un mois et demi que nous avons évacué des enfants semblables. La même situation en Turquie. Mais les enfants qui sont en Turquie maintenant, que nos collègues sont en train de voir comment ils peuvent se séparer, c'est l'État. C'était autour de 47 millions de francs CFA pour commencer. Celui-ci, on va d'abord établir exactement si les organes sont séparés ou non, avant de faire l'estimation quoi que ce soit. On croise les doigts et on attend. Le taux d'imposition fiscale suscite un débat entre le patronat et le gouvernement. Le JICAM conteste la politique fiscale, estimant qu'elle ne prend pas en compte les difficultés que rencontre le secteur privé et les difficultés de pouvoir améliorer le chiffre d'affaires dans un environnement morose. Du côté du gouvernement, l'on estime que le secteur privé a assez de ressources et qu'il faut contribuer à l'essor du pays. C'était lors du 3e débat patronal du JICAM qui s'est tenu à Yaoundé. D'autres détails avec Rodin Gassi et Guy Zogo. La 3e édition du débat patronal du groupement interpatronal du Cameroun, JICAM, que Yaoundé vient d'accueillir, n'a pas fait mentir sa réputation. Cet événement était couru avec la présence de toutes les figures du Gotha politico-économique pour s'appesantir sur le thème du jour, la fiscalité en débat. En plantant le décor, le président du JICAM a fait état du rapprochement de l'organisation qu'il dirige avec l'École nationale d'administration et de magistrature, ENAM, pour une meilleure compréhension du rôle de l'entreprise par ses produits appelés à diriger demain. Et nous sommes ouverts. Nous prenons sur nous à ouvrir nos portes à toutes ces filières économiques-là, pour qu'avant qu'ils ne sortent, qu'ils n'aillent sur le terrain, qu'ils comprennent ce que c'est que l'entreprise, que c'est que la construction de la valeur, qu'ils comprennent comment fiscaliser, qu'ils comprennent comment contrôler les entreprises. Dans le fond, les débats ont achoppé sur l'imposition des entreprises au Cameroun à hauteur de 2,2% de leur chiffre d'affaires et l'introduction d'un impôt minimum forfaitaire IMF, tout ce qui irrite le JICAM. Il n'est pas question pour un secteur, fut-il un secteur comme la fiscalité, de se déployer sans tenir compte du fait qu'en réalité toutes ces ressources-là viennent des entreprises. De plus en plus, les entreprises étouffent du fait de la fiscalité, au point où au Cameroun aujourd'hui c'est devenu risqué de sortir du noir pour aller vers la lumière juste à cause de la fiscalité. Souvent pointé du doigt lors de ces débats, si le gouvernement n'était pas représenté officiellement, quelques-uns de ses membres ont appelé à tempérer les critiques à son égard. La confiance est en train de naître, on évolue, mais ne nous accusons pas mutuellement. On n'avance pas en s'accusant mutuellement. Mais restait à convenir des raisons expliquant la propension du gouvernement à taxer les entreprises sur leur chiffre d'affaires. L'idée d'une économie souterraine dont la dissimulation des gains ont été avancées. Mais, in fine, le JICAM reste attaché à l'idée qu'en matière de fiscalité, les lignes peuvent encore bouger au Cameroun. Dans l'actualité, des autorités camerounaises redoutent une manifestation anti-BIA prévue samedi 17 juillet 2021 à Genève, en Suisse, là où séjournerait le président de la République du Cameroun. Selon l'ambassadeur du Cameroun en Suisse, des activistes extrémistes menacent de s'en prendre au chef de l'État à travers des déclarations incendiaires et violentes sur les réseaux sociaux. Pour le diplomate Léonard Henri Binzi, c'est un projet de déstabilisation des institutions ayant pour cible le président Paul Biya. L'ambassade du Cameroun en Suisse condamne l'attitude irresponsable des auteurs de ces propos obscurs et invite la diaspora à se désolidariser des manœuvres visant à ternir l'image du Cameroun.
Tandis que l'ambassade alerte les autorités suisses sur cette situation, la presse suisse constate que plusieurs camionnettes de la police genevoise protègent l'hôtel intercontinental. Le journal Le Temps note que des opposants de la diaspora camerounaise font tout pour perturber les séjours helvétiques du chef de l'État camerounais. Dans l'escale internationale, des partisans de Jacob Zuma manifestent et procèdent aux casses dans certaines villes sud-africaines. Ils exigent la libération de l'ex-président qui purge sa peine de 15 mois d'emprisonnement ferme au moment où la plus haute juridiction examine le recours qu'il a introduit. Et en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié pourraient nouer une alliance contre un adversaire politique commun, celui qui a, selon eux, violé la Constitution pour être à la tête de leur pays pour un 3e mandat. La mouture internationale est signée Gladys Sidié. Le temps était à la réconciliation samedi à Daoukro, dans le centre de la Côte d'Ivoire, où l'ex-président Laurent Gbagbo a été accueilli par son ancien rival Henri Konan Bédié, devant plusieurs centaines de militants et cadres de leur parti. Laurent Gbagbo, dans son discours, a épinglé le président ivoirien Alassane Ouattara, réélu en 2020 pour un 3e mandat controversé. On a un problème et un seul problème. Nous écrivons les textes et puis on les froisse et on les jette. Il ne fallait pas un 3e mandat. Prenant la parole à son tour, Henri Konan Bédié parle de réconciliation nationale. Les leçons tirées avec courage de nos incompréhensions passées doivent être de puissants leviers pour construire une paix durable au bénéfice du bonheur de chacun et du progrès pour tous. Henri Konan Bédié a exprimé sa reconnaissance à Laurent Gbagbo, dont il salue la libération plus de 10 ans après son extradition à la Cour pénale internationale. Routes coupées, incendies et pillages, des violences sporadiques ont agité l'Afrique du Sud au cours de ces derniers jours. Depuis vendredi, la police a procédé à l'arrestation d'au moins 60 personnes, dont 37 dans l'est de la province du KwaZulu-Natal et une trentaine dans les quartiers pauvres de la capitale économique. Des manifestations qui ont éclaté après l'incarcération jeudi de l'ancien président Jacob Zuma, condamné pour outrage. Dimanche soir, lors d'un discours télévisé et consacré à la pandémie du coronavirus, le président Cyril Ramaphosa a fait part de son inquiétude sur ces violences sporadiques, mais de plus en plus violentes. Des gens ont été intimidés ou blessés. Certains pourraient avoir trouvé la mort, a-t-il affirmé. Certains se sentent sans doute blessés et en colère, mais rien ne justifie des actions aussi destructrices qui risque de plomber encore une économie fragilisée, a déclaré le président Cyril Ramaphosa. Monseigneur Laurent Monsengo, l'archevêque émérite de Kinshasa, s'est éteint dimanche 11 juillet 2021 à l'âge de 81 ans, à Versailles en France. L'annonce de sa disparition a été reçue comme un choc, bien qu'on le savait malade. Son état s'était aggravé au début du mois de juillet, au point qu'il avait dû être transféré d'urgence à Paris. Monseigneur Monsengo a été l'une des voix critiques à l'égard des différents régimes qui se sont succédés en RDC. C'est lui qui avait, par exemple, introduit le mot « démocratisation » dans le discours de l'Église catholique dans les années 1980. Une église qui est depuis restée très impliquée à chaque moment de l'histoire du pays et qui se veut aux côtés du peuple. Proche du pape François, cet ardent défenseur de la liberté dans son pays avait intégré en 2013 le conseil restreint des cardinaux censé aider l'évêque de Rome à gouverner. Sur le chemin de la CAN, le coup d'envoi de la toute première compétition continentale était prévu en 1957 en Égypte, mais le président égyptien Gamal Abdel Nasser avait dit non à la CAN pour s'occuper de la nationalisation du canal de Suez, exploité à l'époque par les Français et les Anglais. Retour sur ce refus inattendu du raïs égyptien avec Jean-Paul Chouniat. Ce programme vous est offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous.
Less than 2 years after the Bandung Conference of Non-Aligned Countries, and driven by the wave of decolonization, the Confederation of African Football was founded on the 8th of February 1957 in the ballroom of the Grand Hotel in Khartoum. The first general meeting elected its first president, the Egyptian agricultural engineer Abdelaziz Abdallah Salem. La Confédération africaine de football, née en 1956, et établie officiellement à l'Assemblée générale du 8 février 1957 au Caire. Le monde sportif égyptien, tout naturellement, avait déjà envisagé depuis plusieurs années abriter sur son sol la première Coupe d'Afrique des Nations. Mais sur le plan politico-géostratégique, le nouveau président de la République, Gamal Abdel Nasser, mijote depuis de longues années son plan de nationaliser le canal de Suez sous contrôle de la France et le Royaume-Uni, devenus les deux principaux actionnaires après le rachat des parts de l'Égypte au roi Farouk, très endetté. Ouvert en 1869, le canal de Suez relie la mer Méditerranée à la mer Rouge. Point de passage stratégique pour le transport du pétrole, il génère d'importantes recettes dont l'économie égyptienne ne bénéficie pourtant que très peu. C'est en effet à la Grande-Bretagne et à la France, actionnaire majoritaire de la Compagnie universelle du canal maritime de Suez, que revient l'essentiel de ses droits de péage. Le 26 juillet 1956, juste un mois après son accession à la magistrature suprême de son pays, Gamal Abdel Nasser annonce dans un discours radiodiffusé la nationalisation du canal de Suez, reliant la mer Rouge et la mer Méditerranée, un important passage pour les marchandises en direction de l'Orient. الصادر في شهر مارس سنة 1964 فلقد كلفت زميلي وصديقي وأخي زكريا. Colonel Nasser has promised not to interfere with shipping passing through the canal. Why therefore don't we trust him? Well, the answer is simple. Look at his record. Our quarrel is not with him. Et pour joindre la parole à l'acte, Nasser fait aussitôt détruire la statue de Ferdinand Lesseps, concepteur des projets du canal de Suez et du canal de Panama en Amérique centrale. Avec les revenus du canal de Suez, Nasser souhaite financer la construction du barrage d'Assouan, un projet agricole onéreux pour lequel il avait sollicité l'aide des États-Unis et des Anglais qui lui ont tourné le dos. Après un siècle et demi de colonisation, le leader égyptien fait ainsi savoir au monde entier que l'Égypte peut se passer des puissances occidentales. Puis il se rapproche de l'URSS, une alliance qui inquiète la superpuissance américaine à l'heure où la guerre froide bat son plein. Depuis une semaine, toute l'actualité politique internationale tient en un seul mot, Suez. Cette politique de Nasser n'est pas du tout du goût des Français, qui signent secrètement l'accord de Sèvres, dès octobre 1956. Le discours d'Alexandrie suscite la colère et l'inquiétude des gouvernements britanniques et français d'Anthony Eden et de Guy Mollet. Quelques mois plus tard, ils signent une alliance secrète pour reprendre le contrôle du canal et renverser Nasser. Pour la Grande-Bretagne, qui ne veut pas perdre son influence dans la région, il faut se débarrasser de celui qu'ils appellent le nouvel Hitler. Après un dense exposé d'arguments et contre-arguments, la réponse a été sèche. L'Égypte n'a rien à cirer des négociations sur la crise du canal de Suez. Un troisième pays s'associe aux velléités des deux Européens, le jeune État d'Israël de Ben Gourion, qui veut assurer son transport maritime et mettre un terme aux attaques terroristes égyptiennes sur son territoire. Contre l'avis des États-Unis qui recommande une résolution diplomatique, les trois alliés préparent l'opération Mousquetaire. Nasser est très réputé pour son panarabisme. Les troupes israéliennes envahissent l'est du canal. 9 octobre 1956. Le 29 octobre 1956, la France et la Grande-Bretagne lancent avec Israël une intervention militaire contre l'Égypte dans la région du Sinaï. Organisée dans le plus grand secret, cette opération a pour objectif de reprendre le contrôle du canal de Suez, nationalisé quelques mois auparavant par le président égyptien. Français et Britanniques lancent des offensives terrestres, bombardent les positions égyptiennes. Les frappes aériennes font mouche. L'armée de Nasser est à genoux, en 10 jours de guerre, devant la puissance de feu des trois ennemis alliés. Le 5 novembre, alors que les parachutistes viennent à peine d'atterrir, l'URSS menace les trois alliés d'une riposte nucléaire s'ils n'évacuent pas la zone du canal.
la situation prend une ampleur dramatique. Pour désamorcer la crise, le président américain Dwight Eisenhower, qui vient d'être réélu, joint sa voix aux soviétiques pour exiger l'arrêt des combats. À la signature du cessez-le-feu le 7 novembre, France, Royaume-Uni et Israël ont réussi à protéger de gros intérêts commerciaux et économiques. Nous n'avons pas de différend avec le peuple égyptien, ni avec le monde arabe, mais avec le colonel Nasser qui a prouvé qu'il n'était pas homme à respecter ses engagements. Désormais au royaume des pyramides, plus question d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations dans un pays qui vient de subir des pertes énormes. Ainsi, l'Égypte passe la main à son frère d'Amon du Nil, le Soudan, un des membres fondateurs de la compétition. Sortant ainsi des cendres d'une guerre éclair, les pharaons d'Égypte honorent néanmoins le rendez-vous de 1957 à Khartoum. Problème, l'un des membres fondateurs, l'Afrique du Sud, a finalement été exclu du tournoi pour son refus catégorique d'aligner une équipe multiraciale dans le tournoi à 4. On pointe déjà à l'époque, de manière très nette, le fait que cette attitude, ce comportement, qui refuserait d'avoir tout joueur noir dans l'équipe, est une attitude raciste. Donc la CAF immédiatement exclut le quatrième membre. Toute organisation sportive sérieuse doit condamner cette forme de racisme. Le comité olympique et la FIFA n'ont pas exclu l'Afrique du Sud. La CAF a certainement gagné en crédibilité en révélant cette injustice aux yeux du monde. Plus expérimenté alors sur le plan sportif, l'Égypte l'emporte difficilement dans ce match d'ouverture. 2-1 face au Soudan, ce 10 février 1957, au stade de Khartoum, construit à la va-vite pour les besoins de la cause. Dans le même temps, devant le forfait de l'Afrique du Sud, l'Éthiopie se qualifie pour la finale. Ethiopia went straight through to the final. In a brand new stadium with 30,000 seats, Egypt won 4-0 and became the very first African football champion. Ainsi donc 6 jours plus tard en finale, les pharaons laminent 4-0 les crocodiles du Soudan. L'Égypte remporte ainsi la toute première Coupe d'Afrique des Nations et reçoit le trophée Abdelaziz Abdallah Salem, baptisé du nom du premier président de la Confédération africaine de football. Et au bout de quelques jours de compétition, les premières pages de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations s'écrivent avec les Égyptiens Mohamed Ateya, premier buteur de la CAN sur pénalty face au Soudan, et Mohamed Adiba, sacré meilleur buteur du tournoi. 5 réalisations. L'ancien international égyptien a gardé les bons souvenirs de la compétition express. Il y a eu des matchs inoubliables. Au Soudan, les fédérations étaient encouragées à organiser le tournoi tous les 2 ans dans chaque pays. Et en se séparant à Khartoum, rendez-vous est pris pour 1959 au pays des pharaons. En raison de ce premier succès de son équipe nationale, le président Gamal Abdel Nasser avait certainement eu raison de se consacrer à la récupération de son canal de Suez, plutôt que préparer la première Coupe d'Afrique des Nations de football. Ce programme vous a été offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Duval Fangwa et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Duval. MINSEP FECAFOOT, un nouvel épisode dans ce feuilleton. Bras de fer sur l'organisation de l'Assemblée générale extraordinaire consacrée à l'adoption des nouveaux statuts de la FECAFOOT. Le ministère des Sports y est fermement opposé. Dans une correspondance, le ministre rappelle qu'il y a certaines sentences du TAS et de la Chambre de conciliation et d'arbitrage qui n'ont pas été respectées jusqu'à ce jour. Autorités administratives s'en mêlent également pour interdire la tenue de ces assises. Mais dès la sortie de la FIFA et la CAF, les autorités camerounaises ont tremblé et sont revenues sur leur décision. Le sous-préfet à Yaoundé 2e a autorisé la FECAFOOT à tenir cette assemblée générale extraordinaire qui suscite de nombreuses réactions dans les milieux du football camerounais. Ce sera l'essentiel du débrief. C'était la grande édition du journal du soir avec vous, Céline Noufélé. Bonne soirée. Bonne soirée, Duval.